manager, tu recrutes, tu peux te tromper, ça arrive souvent en tant que manager. Comment tu gères lorsque tu as un SDR qui ne performe pas? Parce que avant de s'attaquer au pro, si dans le perso ça va pas, je vais rien pouvoir faire. Il y a pas mal de gens qui parlent du micromanagement toxique. Et moi, je trouve qu'il y a aussi du micromanagement qui peut être hyper positif. Dès qu'ils arrivent, je leur dis que moi, j'ai besoin de soldats. Tiens, j'ai besoin de soldats qui sont prêts à batailler pour moi, à aller sur le front, à pousser pour atteindre nos objectifs d'équipe. Mais à l'inverse, je leur dis directement aussi que je veux qu'ils sachent que moi, je suis leur soldat. S'il faut aller batailler pour eux, négocier pour eux, prendre la parole pour eux, je le fais aussi. Hello Thomas, ça me fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Salut Dorian, ça va très bien, merci. Et toi? En grande forme, hein? En grande forme. J'attendais ce podcast avec impatience. Donc j'ai hâte que tu puisses partager ton retour d'XP. Donc là, on est dans pas de bullshit que du cash. Le but, c'est qu'on soit naturel, transparent et qu'on apporte un max de valeur aux personnes qui nous écoutent. Donc on va commencer par juste savoir comment tu vas et est-ce que tu peux te présenter? Yes, donc écoute, ravi de pouvoir faire ce podcast avec toi. Merci pour l'invitation. Donc moi c'est Thomas, j'ai 28 ans, je suis Head of Business Development chez Fabric depuis 2022. Fabric c'est une scale-up qui vient digitaliser les pratiques d'excellence opérationnelle dans des usines industrielles. Et on aura l'occasion d'y revenir, mais j'ai fait du sales petit compte, du sales grand compte, de la prospection, du closing. Et voilà, aujourd'hui je dirige une équipe BDR internationale et la partie grosse chez Fabric. Top, bah écoute, on va creuser parce que tu as déjà donné plein de mots-clés. On a déjà envie de creuser. Mais dis-moi avant tout, comment tu as atterri chez les sales? Longue histoire, j'ai des parents qui sont entrepreneurs, donc j'ai baigné un peu dans l'écosystème commercial depuis que je suis tout petit. Derrière, ado, évidemment, je voulais tout faire sauf comme mes parents, donc j'ai visé plutôt la cuisine, le théâtre, et finalement, après de longues batailles, j'ai fini quand même par faire une école de commerce. Et puis derrière, stage dans des unités commerciales en start-up, et puis j'étais un peu piqué, mais qu'est-ce qui a été le vrai déclic, je pense, enfin, qu'est-ce qui m'a donné le goût du sales? Je pense que ça va peut-être t'étonner, mais ça a été de prendre mes premières portes dans la tronche. Je bossais chez Pumpkin avant, qui était le concurrent de Lydia, et on allait voir des commerçants locaux pour leur faire adhérer à notre programme de fidélité. Et je pense que j'ai pris des portes dans toutes les villes du nord-ouest de la France, et ça m'a donné un peu ce goût de la résilience et ce goût du closing. Et quand tu dis des portes, tu faisais pas du porte-à-porte, hein. On est d'accord, tu faisais du cold call, t'appelais. Et j'ai fait du porte-à-porte. T'as fait du Où porte-à-porte? j'ai fait et du cold call en amont, mais s'ils me répondaient pas au téléphone, j'allais toquer à leur porte et prendre un vent en cold call, c'est quelque chose, ça fait déjà mal, mais le prendre en face à face avec la personne, c'est encore pire. Et malgré les 99 portes que tu t'es pris sur 100, ça t'a motivé justement à te dire j'ai envie de devenir efficace sur le métier de prospection et j'ai envie justement de devenir expert, quoi. Ouais, à l'époque, j'étais pas efficace sur la prospection, mais le 1% des commerçants que je signais, c'était tellement jouissif après toutes les portes que j'avais prises que ça me donnait envie d'y retourner. C'est un peu masochiste, mais ouais, j'avais ce goût d'y retourner. Mais je pense qu'on a tous le même, hein. Toutes les personnes avec lesquelles je discute, c'est la même chose. On se prend des portes, mais on a envie de continuer. Et, Exactement. et pour finir, juste sur toi, est-ce que tu peux nous dire quelque chose inattendu, qu'on ne sait pas, que tu n'as jamais communiqué, ou quelque chose d'important qui te caractérise? Yes, donc un truc un peu inattendu, c'est que donc là, je suis chez Fabric, mais dans 15 jours, je finis mon aventure dans la boîte. C'est une boîte géniale, super école de vente avec des super responsabilités aujourd'hui, mais voilà, je pars me consacrer à un projet perso qui est de partir en tour du monde avec ma femme pendant un an. Donc c'est d'un côté un crève-cœur professionnel, mais de l'autre, voilà, je pense que dans la vie, il faut aussi vivre ses rêves d'enfant. Et donc je mets le pro de côté pendant un an. Une aventure extraordinaire. Et tu vas louer une caravane, c'est avec de la tente, hôtel. Je pense que j'ai passé l'âge de faire l'attente, mais ça dépend. Tu vois, au Sri Lanka, je pense qu'on va se louer un tuk-tuk et pendant un mois faire le tour du Sri Lanka en tuk-tuk. Ça dépend des pays. On va faire un peu d'Amérique du Sud, un peu d'Asie, un peu d'Afrique. Voilà, on veut découvrir le monde, découvrir les cultures. Je pense on va dans des pays où il y a pas mal de vendeurs à la sauvette, donc peut-être que j'apprendrai quelques techniques commerciales que je connais pas. Tu vas faire un vlog, tu as prévu un peu de communiquer dessus ou pas du tout? Ouais, je pense qu'on va faire un polar step qui permet de tracer les grandes étapes notamment pour les familles parce que
Bon, si je dis à ma grand-mère que je suis au fin fond du Brésil et que je donne pas de nouvelles pendant 3 jours, elle sera bien contente d'avoir une petite photo pour savoir que tout va bien. Et donc là, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, on va parler sales. Tu as donné Yes. ton titre quand tu t'es présenté, donc Head of BDR. À quoi correspond ton rôle exactement? C'est quoi ton scope? C'est quoi le rôle que tu as chez Fabric aujourd'hui? Bah, alors, pour refaire un peu la genèse du truc, je suis arrivé chez Fabric donc en 2022. On m'a recruté pour monter le pôle BDR que j'ai commencé à monter. Derrière, je me suis rendu compte que les BDR, ils passaient beaucoup trop de temps sur des tâches à non-valeur ajoutée, préparer des listes, les enrichir, créer des cadences, bon, qui est totalement le sujet zélique. Et donc, ils passaient la moitié de leur temps à faire du boulot, mais pas leur vrai boulot, qui est de prospecter et de qualifier. Et donc, j'ai monté le pôle grosse en parallèle. Et donc, aujourd'hui, je suis Head of BizDev. Concrètement, tous les leviers d'acquisition business passent par mes équipes. Donc, le gros, l'inbound, l'outbound, gère aussi les partenariats en direct. Et on est sur de la vente, comme je te le disais, on bosse avec les plus gros industriels mondiaux. Et donc, on est sur de la vente grand compte, complexe, consultative, vraiment de la vente longue. Euh, voilà. Bon, ça fait du taf, hein. Encore 2 semaines et après, ça va te faire du bien. Ouais, moi je suis triste de les quitter, mais tu vois, j'ai une super équipe de 7-8 personnes sur des segments différents qui me font monter en compétences et qui m'apprennent aussi tous les jours. Donc ils vont quand même me manquer un peu. Et justement, les 7-8 personnes, comment c'est dispatché en fonction de la partie partenariat, la partie prospection, tout ce que tu as pu Ouais. citer, comment tu as dispatché les équipes? Donc j'ai entre 3 et 5 BDR sur le marché français, ça dépend un peu. Tu vois, on a fait évoluer des personnes récemment, donc là on est en plein recrutement. Donc entre 3 et 5 BDR sur le marché français, une BDR sur le marché UK et Nordics, un BDR expansion au sein de nos comptes clients. Concrètement, tu vois, on signe une usine Safran. Ça veut pas dire que toute l'entreprise Safran qui pèse plusieurs dizaines de milliards d'euros bosse avec nous, et donc on a besoin de BDR aussi pour aller chasser aux 4 coins du globe au sein de nos comptes clients. Donc ça, c'est plutôt sur la partie BDR. Les BDR chez nous, ils vont relativement loin dans le cycle de vente, hein. C'est des BDR plus. Ils font les premiers rendez-vous de qualif, ils créent les projets jusqu'à bosser conjointement avec les AE sur le port qualifié. Donc ça, c'est sur la partie BDR. Derrière, j'ai un ingénieur qui est un growth engineer, qui est un ancien dev, qui vient automatiser plein de process dans l'équipe commerciale, qui vient essayer de trouver des automatisations pour générer des leads, des comptes qualifiés. Et je manage aussi un freelance qui fait du mapping de grands comptes. Je peux parler de vente consultative. On a besoin d'un mec qui vient comprendre l'architecture des comptes, où sont les usines aux 4 coins du globe. Voilà. Et la partie partenariat, je la gère en direct parce que bah, je suis un sales de base et j'aime bien garder le pied à l'étrier et avoir aussi du contact avec l'extérieur. Donc voilà un peu comment c'est structuré. J'en profite pour passer un petit message, mais on recrute à fond des BDR, des AM, des AE, des KAE. Voilà, on est en train vraiment de grossir aujourd'hui. Ouais, c'est beau. Donc, la personne potentiellement qui va te remplacer aussi, elle va prendre un gros scope avec un développement de boîte, donc hyper intéressant pour cette personne. C'est déjà fait? Vous avez déjà trouvé la personne qui va te remplacer ou pas encore? Ouais, c'est déjà fait. On split un peu mon rôle. Le growth, ça passe côté RevOps, ce qui a du sens. Je fais monter une team lead BDR dans mon équipe. Et on aura l'occasion de reparler des évolutions aussi qui sont source de motivation. Et sur la partie partenariat, on va recruter quelqu'un. Donc en fait, on a splitté mon job en plusieurs et on a restructuré l'équipe commerciale pour avoir une équipe commerciale dédiée France, une internationale avec un head of sales France, un head of sales Europe. Et question qu'on peut se poser, tu vois, tu as une belle équipe, hein, à peu près 8 personnes. C'est quoi ton quotidien? Parce que comment tu le splits? Tu as 7 heures dans ta journée. Ouais, un peu Comment plus. tu, voilà, comment tu splits les différentes missions? Yes, donc bah, évidemment, t'as un socle commun avec des one-to-one, de l'administratif, du coaching. Et ça te prend déjà, je pense, 2 jours par semaine. Et puis derrière, tu as l'autre partie du job qui change tout le temps, dresser des objectifs, analyser les quarters, mettre en place des nouveaux process, aller sur des salons à droite à gauche, faire des entretiens semestriels que j'ai fait la semaine dernière. Donc voilà, moitié de semaine qui est standard et l'autre partie, ça se fait un peu au gré des saisons, au gré des projets. Et dans ton quotidien, en tant que manager, on sait que les KPI, c'est quelque chose d'hyper important à suivre justement pour définir les objectifs de ton équipe, pour faire le Ouais. suivi, pour faire tes reporting. Qu'est-ce que tu suis dans ton quotidien? En tout cas, sur la partie BDR, qu'est-ce qui est important? Il y a plusieurs éléments qui sont importants. Un, le nombre de premiers rendez-vous bookés et effectués, ça donne une tendance de la prospection. Deux, le nombre de seconds rendez-vous, donc de
plutôt des rendez-vous de démo, mais où tu continues ta qualif, des seconds rendez-vous de booker. 3, je regarde les opportunités qualifiées générées, qui est vraiment l'objectif in fine de mes équipes. Et puis derrière, je regarde aussi, c'est des indicateurs que je regarde, mais le nombre de calls passés, les taux de conversion, R1, R2, R2 aux portes qualifiées. Ça, ce sont des choses que je regarde. Et sur la rémunération, est-ce que tu le Ouais. fais sur le booking? Est-ce que tu le fais sur le R1? Tu vois, est-ce que tu prends en compte les no-shows? Comment tu gères aussi ce système de package? À quoi il ressemble, tu vois, entre le fixe, le variable? Comment c'est splitté? Je prends les no-shows, non, parce qu'un no-show, c'est un rendez-vous non effectué. Je prends même pas les premiers rendez-vous bookés. Concrètement, alors sur la partie package, c'est un tiers de variable, deux tiers de fixe. C'est à peu près la norme dans l'écosystème commercial aujourd'hui. Pour la partie grosse, je la mets de côté. C'est plutôt 7-8% de son package, ce qui, pour le coup, n'est pas la norme, mais j'ai envie de lui donner un variable pour l'inciter à l'inclure dans la démarche. Et sur comment les objectifs sont construits, tu as 10% sur les objectifs de boîte, parce que le job de BDR, il s'arrête au moment où ton porte elle est qualifiée. Et j'ai quand même eu envie qu'ils aient de la vision et qu'ils disent je vais pas générer des opports qualifiés pourris, je veux générer des opports qualifiés qui vont derrière closer et apporter de l'ARR à Fabrique. Donc 10% de leur variable là-dessus et 90% sur des objectifs perso, sur des opportunités qualifiées. Donc post-démo, donc R2 approved. Et en gros, j'ai 3 ans que je bosse le système incentive et là, on a un truc qui est pas mal. C'est un système de points où en fonction de la qualité de l'opport qualifié, est-ce que c'est un projet émergent, est-ce que c'est un projet prioritaire, la source, la taille et le périmètre du projet, etc. Plus l'opport est est qualifié, plus le BDR touche de points. Et donc leur objectif, c'est un nombre de points à réaliser. Et est-ce qu'on peut se dire, alors, en termes de salaire, tu peux me donner une fourchette, mais qu'on est sur un fixe à 30 ou à 40, et donc si tu comptes le variable, si tu es à 30, tu es à 45, si tu es à 40, tu vas être à 55. À peu près, tu vois, si on prend ton ratio un tiers, est-ce que Ouais. tu es dans ces zones-là en termes de salaire, en tout cas pour un junior qui te rejoindrait maintenant? On a un petit peu plus. Je crois que l'entrée, c'est 34 plus 17. Et sur les plus seniors, on va plutôt être sur des packages à 52, 53. Donc un 37, 38 plus 18, quoi. Et quand tu dis senior sur la prospection, tu mettrais quoi? Tu mettrais 2 ans, 3 ans? Parce qu'on sait que c'est un métier où les gens ne le font pas forcément très très longtemps. De temps en temps, tu vois, moi je me dis, quelqu'un qui a fait 2 ans de prospection, il peut être considéré comme un prospecteur, si je mets des guillemets, mais senior, quoi. Alors que dans un autre métier, ce serait pas forcément le cas. Moi, je veux qu'on arrête de se dire j'ai fait 3 ans, donc je suis senior. Pour moi, un senior, c'est quelqu'un qui performe sur la durée. Donc, on peut être senior sans avoir jamais fait de sales avant, être en reconversion, avoir fait 1 an, être top performer pendant 1 an, avoir appris énormément de choses. Et ouais, à mes yeux, tu es considéré senior sur ton poste. Et tu peux avoir des personnes pendant 3 ans, ils savent toujours pas faire un rendez-vous de qualif, mais donc ils sont pas seniors. Donc moi, je veux vraiment qu'on enlève l'ancienneté quand on parle de seniorité. Vraiment, ouais, un jugement à la performance, ce qui est mieux en soi, hein. Ce qui est plus réaliste, ce qui est plus motivant et c'est aussi de la méritocratie, quoi. Le métier SDR, on a discuté un peu en off, c'est un métier qui est hyper difficile, qui est éreintant, Ouais. parce que tu passes 100, 150 calls dans ta journée, tu arrives à avoir 10, 15 personnes au téléphone, donc tu as besoin de les motiver. Comment toi, tu faisais pour motiver tes équipes? Qu'est-ce que tu mettais en place pour que le matin, quand ils arrivent au bureau, ils disent on va tout déchirer pour Fabrique? Eh ben, c'est tout, c'est tout l'enjeu du job. Déjà, il y a évidemment des one-to-one toutes les semaines avec une vraie structure, du récap sur ce que tu as fait la semaine passée, mais aussi aborder tout plein de sujets ensemble. J'ai mis en place un challenge call. Là, je vais partir. J'ai fait 32 éditions de challenge call dans mes équipes où une fois par mois, on arrive tous à 8 heures. Je ramène le petit déj pour toute l'équipe et derrière, ça s'envoie du call une bonne partie de la journée. Et ce qui est marrant, c'est que pendant ces journées-là, tu vois, en une journée, on book un tiers de nos meetings du mois, qui au final leur donne envie de venir parce qu'ils savent qu'ils vont booker aussi une bonne partie de leur pipe pendant ces journées-là. J'ai aussi un truc plutôt sur les opportunités qualifiées pour les stimuler et pour faire un peu marrer l'équipe. Ce que j'ai appelé un Sales Poker Challenge. En gros, à chaque port qualifié qu'ils ont validé, je leur donne une petite carte d'un jeu de cartes et fin du mois, on regarde qui a la meilleure main de poker. Donc ça peut être quelqu'un qui a sept opports qualifiés ou quelqu'un qui a une paire d'as avec 2 opports qualifiés.
et j'offre une carte cadeau à la personne. Sympa. Enfin, Fabrique offre une carte cadeau à la personne qui a gagné le challenge. Je pense que ce qui les motive aussi, ce qui leur donne envie de venir, bah, c'est qu'on se marre. Moi, je suis quelqu'un dans ma vie perso de plutôt joyeux luron, donc j'aime bien aussi apporter de l'humour, du fun dans leur job au quotidien. M'est déjà arrivé de leur faire des pranks téléphoniques pendant un challenge call. Enfin voilà, des petites choses qui te permettent de pimenter un peu ça. Et puis derrière, d'une manière plus sérieuse, t'as des outils aussi qui peuvent te permettre de motiver et d'animer ta perte. T'as des outils comme Cobra où tu peux suivre un peu l'évolution de ton variable en direct. Donc, dès que tu gagnes des points en plus, bah, tu vois la flèche monter et le montant qui va aller sur ton compte monter. Euh, et puis, bah, j'en parlais tout à l'heure, mais tu as toutes les projections d'évolution vers des postes de CS 360, d'AM ou de Team Lead qui doivent te motiver. Enfin, ça doit vraiment être la carotte. On est dans une boîte jeune qui bouge, qui vient de lever des fonds. Donc, il y a de la place pour les responsabilités, pour ceux qui bossent et qui sont motivés, quoi. Et en combien de temps tu penses qu'un SDR il peut être performant? Tu vois, la phase d'onboarding chez toi, elle dure une semaine, 10 jours, un mois. La phase d'onboarding, elle dure 3 mois parce que non seulement il faut monter en compétence sur le job de BDR, mais en plus de ça, on est sur un monde à part qui est le monde industriel. On vend un produit assez niche autour du lead management. Donc, il y a, en plus du job de commercial, il y a une vraie montée en compétence à avoir sur le secteur indus. Moi, j'en apprends encore tous les jours sur le secteur indus. Donc, j'ai envie de te dire, l'onboarding, il dure le temps que tu es dans la boîte. Maintenant, pendant les 3 premiers mois, tu as un soutien accru, tu as beaucoup de contenu à lire, tu as des dry runs, une partie workshop et des objectifs évidemment adaptés. Et pour être lancé dans le grand bain, je pense qu'au bout d'un mois, tu peux commencer à faire tes meetings tout seul, même si tu as beaucoup plus de coaching sur ces premiers moments. T'as une association SDR, BDR, quel que soit le nom qu'on donne avec un AE ou pas? Ou tu fais des roulements? On fait des roulements. Enfin, la majeure partie du temps, on fait des roulements parce que enfin, c'est vraiment volontaire de notre part. Je trouve que c'est hyper essentiel pour eux d'apprendre des AE différents parce que c'est des phrases chocs différentes, c'est des feedbacks différents. Et donc, pour leur monter en compétence, je trouve ça sympa de pas faire un binôme. Et puis, si le BDR est nul, l'AE va pas être content. Si l'AE est nul, le BDR va pas être content. Et ça peut créer des frustrations. Et derrière, on n'a pas voulu sectoriser par vertical industriel parce que, pareil, c'est hyper intéressant de passer d'une usine qui fait des Babybel à une usine qui fait des moteurs d'avion. Donc voilà, la seule chose qu'on a mis en place, c'est tu vois, un petit challenge territorial où ils formaient un petit binôme pendant 6 mois. C'est vraiment un side project et ils devaient bombarder l'Auvergne-Rhône-Alpes, bombarder la Bretagne et derrière, on leur filait aussi des moyens pour qu'ils se fassent une semaine en Bretagne ensemble, à aller faire des visites d'usines. Donc ouais, c'est plus dans l'animation qu'on a sectorisé, mais pas, on n'a pas mis en place de binôme. C'est vrai que si tu les spécialises, ça peut aider pour prendre peut-être plus de rendez-vous, mais c'est peut-être moins intéressant pour eux, pour développer aussi leurs compétences. Sur d'autres secteurs, c'est peut-être un peu moins fun. Bon, on avait tout testé chez Ivancy à l'époque. Chez Zelic, on n'est Ouais. pas verticalisé. Moi, je trouve ça cool. Et ça participe à une émulation d'équipe plutôt que d'être en silo, à bosser avec ton binôme. Alors, il y a aussi des inconvénients. Tu as moins d'automatisme parce que tu bosses avec plus de personnes. Mais ouais, je trouve qu'on apprend beaucoup plus des autres, quoi. Et là, si on passe à la partie recrutement, qui est une partie qui est difficile, en tout cas, nous, on galère à trouver les bons people, que ce Ouais. soit avec des posts sur LinkedIn, sur Welcome to Jungle, quels que soient les job boards ou autres, on a des difficultés. Comment toi, tu recrutais? Est-ce que tu faisais du recrutement en direct et tu chassais sur LinkedIn, sur les personnes qui sortaient de stage? Est-ce que tu mettais sur Indeed? En fait, ce que j'ai envie de comprendre, c'est comment tu recrutais? Donc, comment tu avais un deal flow de candidats intéressant pour toi? Ouais. Quel était le type de profil qui était intéressant et quelles sont les caractéristiques de la personne? Ok. Alors, ça fait beaucoup de questions, mais je vais essayer d'y Je peux te les répondre dans répéter, l'ordre. ouais, je peux les Non, non, répéter. ça va, je les ai en tête. Alors, sur la partie trouver les profils, moi, ça m'arrive de chasser des profils. Ça m'arrive de faire appel on a une talent acquisition manager qui bosse pour nous. On a aussi de la demande entrante, tu vois, notamment avec la levée récente.
on a eu un peu plus de demandes entrantes. Après, sur ce que je cherche d'un bon BDR, ça dépend vraiment du stade de boîte auquel on est. Je suis arrivé chez Fabrique, j'ai monté toute l'équipe BDR. On était une boîte jeune. L'équipe commerciale était petite. J'étais le premier manager commercial recruté. Alors, je mets la head of sales de côté, mais en tout cas, j'étais le premier manager qu'elle mettait en place dans ses équipes. Donc, on a fait avec des profils juniors, sortis d'école, en reconversion pro, et on a réussi à faire des super choses. Enfin, aujourd'hui, on est une belle boîte de 90 personnes. Il y en a beaucoup qui ont évolué en interne, qui se sont formés, qui ont appris. Donc ça, c'était dans le passé. Maintenant, aujourd'hui, qu'on est une scale-up installée, on a moins le temps d'attendre, on a moins le temps de former aussi intensément. Fabrique vise 50 millions d'ARR en 2029-2030. Donc, on veut vraiment senioriser l'équipe commerciale avec des top profils. Et donc, on cherche des profils qui vont performer assez rapidement. Donc, soit des profils qui ont eu une expérience commerciale avant, soit il y a des profils que j'aime bien actuellement et qui sont ceux que j'ai chassés récemment, qui sont des profils qui ont fait 2-3 ans de cabinet de conseil, qui veulent se reconvertir en sales, ou du moins qui sont à l'écoute pour me parler. Et ça me plaît beaucoup parce que malgré le fait qu'ils soient juniors en sales, ils ont appris à vraiment travailler de manière sérieuse et rigoureuse en cabinet. C'est des personnes qui apprennent vite, qui écoutent, qui ont des méthodes de travail, d'organisation. Et ça, je préfère aujourd'hui avoir des personnes voilà, hyper sérieuses et qui apprennent très vite plutôt que des personnes qui vont me prendre beaucoup plus de temps à former. Donc ça, c'est plutôt sur les profils, mais si on fait un parallèle peut-être entre profil junior et profil aujourd'hui un peu plus senior, il y a aussi des facteurs un peu communs, peu importe le stade de la boîte, ta capacité à prendre du feedback et à le mettre en application. Ce que j'apprécie avec les profils CAB, enfin type cabinet de conseil, c'est que tu n'as pas besoin de répéter 30 fois le même conseil pour qu'il soit appliqué dès le meeting d'après. Et ça, si tu fais le retour au premier entretien, bah, tu peux vite voir si pendant le second entretien, il met en application ou pas. Ouais, il y a savoir bien s'exprimer, avoir une aisance à l'oral, être bosseur, ça se ressent dans les business cases qu'on donne, et avoir des petits réflexes commerciaux de base, quoi. Le reste, ça s'apprend. Donc voilà un peu les facteurs communs que j'essaie d'identifier. Et je t'ai pas posé la question avant, mais ça m'intéresse. Tu vois, quand on parle de quota, tu as un quota de nombre de rendez-vous à atteindre par SDR, par semaine, par mois. Il est de combien? Et est-ce que tu leur donnes des objectifs de nombre d'actions à faire, que ce soit appel, email, LinkedIn ou autre, ou pas? Ou tu juges juste au nombre de meetings qui a été pris et qui sont passés en R1 ou en R2? Alors, ils sont pas incentivés sur les actions ou sur les rendez-vous générés. Ils sont vraiment incentivés sur les opportunités qualifiées. Par contre, de par mon expérience, je sais que s'ils veulent générer 5 opportunités qualifiées par mois et qu'on a 50% de conversion entre notre premier et deuxième rendez-vous et entre le deuxième rendez-vous et le port qualifié, bah, ils doivent réaliser 20 premiers rendez-vous par mois. Et pour en général réaliser 20 rendez-vous par mois, bah, ils doivent passer 100-150 calls par semaine. Donc, c'est plus des guidelines, des métriques que je suis avec eux, que je suis avec eux aussi pendant mes weekly, parce que ça leur arrive d'avoir 10 premiers rendez-vous dans la même semaine. Donc là, je peux pas leur demander de passer leurs 150 calls. Ils n'auront pas le temps. Par contre, des semaines où ils ont rien, bah, il va falloir faire 200 calls. Donc, c'est plus des guidelines et des métriques qu'on suit ensemble que quelque chose qui impacte leur variable. Et pour parler de choses difficiles, tes managers, tu recrutes, tu peux te tromper, ça arrive souvent en tant que manager. Ouais. Comment tu gères lorsque tu as un SDR qui ne performe pas? Et combien de temps tu lui laisses pour qu'il puisse progresser ou avant de prendre la décision de devoir le sortir? Bah, franchement, ça dépend. Ça dépend des profils, des situations. Déjà, la première chose à identifier, c'est un problème perso. Parce que avant de s'attaquer au pro, si dans le perso ça va pas, je vais rien pouvoir faire. S'il y a un problème perso, il faut l'aider, l'aménager, la soutenir. Enfin bref, être là pour la personne. Et puis derrière, si ça dure, bah moi je suis beaucoup plus derrière leurs fesses. Il y a pas mal de gens qui parlent du micromanagement toxique. Et moi, je trouve qu'il y a aussi du micromanagement qui peut être hyper positif. Donc, l'objectif, c'est tu viens comprendre de manière micro les raisons de la non-performance qui sont pas forcément les mêmes. Est-ce qu'il fait pas assez de call? Est-ce que il fait des erreurs où il manque des trucs dans sa qualif? Est-ce qu'il a même pas une bonne identification des personnes à aller prospecter? Et puis derrière, ensuite, une fois que tu as identifié ça, un peu les carences à certains endroits, bah, il faut
mettre tout en œuvre pour la former, l'accompagner, la motiver, la féliciter aussi sur toutes les petites victoires. Je pense que ça, c'est essentiel sur le job de BDR, d'avoir des mini-objectifs et des petites victoires. Donc, au début, si c'est vraiment la galère, bah, un rendez-vous booké, tu m'envoies un message, je suis content pour toi, je te félicite. Par contre, je sais aussi être ferme, intransigeant et hyper exigeant enfin, quand la personne, elle colle pas, elle se donne pas les moyens de réussir, elle applique pas les conseils que je peux lui donner. Donc, il faut arriver à jongler entre les deux, arriver à la motiver, la stimuler. C'est de la confiance, quoi. Si moi, je te donne du temps, j'attends qu'à l'inverse, bah, tu te donnes les moyens pour réussir. Est-ce que tu arriverais à jauger sur 5 recrutements, combien tu dois en sortir? Bon, ça dépend, le moins possible. Enfin, ça m'est très peu arrivé depuis que je suis chez Fabrique, donc très peu. Ça arrive, mais voilà, l'idée c'est d'éviter tous les red flags pendant les entretiens et on a un process qui est relativement long pour les éviter en amont. T'as combien d'étapes dans le process? C'est quoi? C'est une rencontre avec toi, avec la direction, avec les équipes, un team fit, tu fais faire une étude de cas? Premier entretien, normalement la talent acquisition manager. Second, moi. Troisième, business case où j'amène un BDR avec moi. Où là, vraiment, c'est là où je fais le plus gros tri. Et c'est essentiel. Quatrième, cinquième, c'est un autre manager commercial, la VP Sales. Et sixième, septième, c'est les deux fondateurs à la suite. Ouais, donc tu as un Et process qui est quand même assez long. ouais, mais on est agile. On fait tout ça rapidement. J'aime pas les process qui durent 2 mois. Enfin, c'est pas mon truc. Donc, on fait tout pour que le process il aille le plus vite et qu'il soit le plus doux possible. Mais c'est essentiel d'avoir toutes ces étapes pour réussir. Et c'est essentiel aussi, je m'en suis rendu compte récemment, de faire venir les personnes en physique sur certains entretiens. Parce que la visio, tu peux te cacher derrière ton ordinateur, alors que quand tu viens en physique, bah, c'est là où tu vois le vrai feeling et ça se passe vraiment bien. Est-ce que tu te poses cette question, est-ce que je me vois prendre un café avec ce candidat ou pas? Tu vois, pour être sûr qu'avec toi, en tout cas, il y a un fit dans ton quotidien. Ouais, alors enfin, moi je recrute pas des potes. Bien que je m'entende hyper bien avec toutes mes équipes. Enfin, c'est pas le but, c'est pas de recruter des potes, c'est de recruter des gens que je vais pouvoir entraîner, où je ressens un vrai potentiel pour de la performance derrière. Maintenant, en effet, le fit humain, il est important. Et je me dis plus, est-ce que je vois cette personne prendre un café avec mes équipes plutôt que prendre un café avec moi qui suis dans un rôle de manager, donc un peu hybride, même si j'aime bien déconner avec mes équipes. Voilà, tu as quand même un certain recul à avoir, mais c'est surtout, ouais, est-ce que ça va bien fitter avec mes équipes? Et est-ce que tu as en tête une situation difficile que tu as dû gérer, tu vois, ta situation la plus difficile en tant que manager? Tu vois, pour la première fois, il y a pas longtemps, pour la première fois depuis que je suis chez Fabrique, j'ai mis Bon, fin à la c'est période frais alors. d'essai. J'ai mis fin à la période d'essai de quelqu'un dans ma team. Donc, je vais garder les raisons pour moi, mais c'est pas un choix facile parce que tu sais que bah, derrière tout employé, tu as une situation personnelle. Voilà, c'est pas un exercice simple. Moi, ça m'a aussi rongé. J'en ai beaucoup discuté parce que ouais, c'était la première fois que je faisais ça, donc j'étais pas forcément à l'aise. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est que l'important, c'est d'arriver préparé pour la conversation difficile, de pas arriver la fleur au fusil. Donc, faut prendre les conseils de personnes à qui c'est déjà arrivé, enfin, qui ont déjà géré ce type de situation, les personnes qui ont plus d'expérience, donc que ça soit ma manager, enfin la VP Sales, que ça soit les équipes RH, voilà, de se nourrir de tout ça. Et puis, bah, même si c'est des conversations difficiles, c'est ce qui, nous, en tant que manager, nous fait monter en compétences fois 10 000. Clairement, de toute façon, c'est des choses qui arrivent souvent. Et parfois, tu vois, moi, ce que je me dis, c'est que certes, si ça l'a pas fait dans notre boîte, ça peut le faire dans une autre boîte. Et ça se trouve, c'est juste un problème de circonstance. Et elle peut très bien être une non-performeuse, par exemple, chez Zelic, mais être un top performer ou une top performer ailleurs. Donc, il y a aussi Tout à fait. ce sujet-là. Donc, C'est exactement ce que j'ai dit à la personne, c'est que ça l'a pas fait à l'instant T pour X ou Y raison, mais je doute pas de ton potentiel. Sinon, en fait, la personne, elle aurait jamais été recrutée dans la boîte si on doutait de son mm, potentiel. Et donc, c'est que ça l'a pas fait, et la période d'essai est fait de part et d'autre pour dire clairement. si ça le fait ou pas, mais ça remet pas en cause les compétences de la personne, en effet. Et dans ton travail, selon toi, c'est quoi le plus dur? Le plus dur, mais c'est moi qui me l'inflige. Le plus dur, c'est d'arriver à jongler entre toutes mes missions,
management des BDR, le gros, les partenariats, les process commerciaux. Mais c'est moi qui me l'inflige. C'est cette variété de missions qui me stimule, qui me donne envie de venir le matin, qui me donne envie c'est ce qui me permet de monter en compétence, quoi. Si je m'ennuie, le plus dur serait de m'ennuyer. Donc, j'essaye de faire le choix inverse et de m'imposer énormément de missions qui sont évidemment dures à gérer, mais ça fait partie du job. Est-ce que tu aurais en tête une erreur que tu as pu faire, tu vois, qui a été une problématique ou tu vois, quelque chose que tu as dû résoudre assez rapidement? Moi, je dirais que en tout cas, les erreurs qui me pèsent le plus qui me font cogiter le plus, c'est quand ça touche à mes équipes. Si je fixe pendant un quarter des objectifs trop, si je leur ai mis un modèle de variable qui correspond pas et qui reflète pas vraiment leur travail au quotidien. Voilà, les erreurs qui me marquent le plus, c'est quand ça impacte négativement mes équipes, parce que je veux toujours le meilleur, le plus réaliste pour eux. C'est hyper intéressant parce que c'est un vrai sujet, hein. Et en plus, en fonction de la vie de ta boîte, tu vois, le modèle de prime, de rémunération peut changer. Et en tout cas, la difficulté change également. Donc c'est hyper intéressant que tu t'arrêtes sur ce point-là de dire est-ce que c'est les bons objectifs, est-ce que ça correspond bien, est-ce que c'est. Bah, Ouais, je je, suis d'accord. je trouve que, on parlait aussi du fait que j'ai rompu une période d'essai. Le fait pour moi, ce qui fait un bon manager, sans me jeter des fleurs, et j'ai plein de points où progresser, mais c'est justement de cogiter, trop cogiter, et de mettre quand même un peu d'affect, de dire, si je licencie la personne, comment va être cette situation personnelle? Si je mets des objectifs trop hauts, j'ai impacté financièrement mes équipes. Il faut, alors sans trop cogiter et se prendre la tête, mais il faut quand même y penser, quoi, et le garder en tête. Mais les erreurs, on en fait tout le temps, hein. L'idée, c'est d'éviter que ça se reproduise deux fois, d'apprendre, de mettre ça. Enfin, c'est très bateau ce que je veux dire, mais t'apprends, tu remets pas en place la même chose, ou tu mets tout en place pour éviter que ça se réitère, et surtout, tu prends des conseils d'un max de gens autour de toi qui ont déjà fait ces erreurs. Pareil sur sur la période d'essai rompue, mais voilà, toujours prendre des conseils, que ça soit avec ma manager, mes parents, mes potes, d'autres collègues. Et il faut se nourrir de ces échecs et des échecs des autres pour éviter que ça se reproduise. Tu vois, là, on fait la passerelle parce que tu as parlé des choses à faire, en tout Ouais. cas qui t'aident. C'est quoi ta secret sauce en tant que manager? Est-ce que tu as un conseil à donner ou bien, par exemple, quelqu'un qui t'a remonté le pourquoi tu étais un top manager? Tu vois, quelque chose qui te marque. J'ai un naturel assez rassembleur. J'arrive à créer une dynamique d'équipe, que ça soit dans le pro, dans le perso. Donc forcément, ça aide quand tu manages une team. Mais derrière, je suis aussi quelqu'un d'hyper entier. Donc si j'ai des choses à te dire, je les dis. Je suis hyper transparent, que ce soit positif ou plus dur à dire et à entendre. Je le dis. Je pense que ce qui est essentiel dans un job de manager, c'est arriver à faire preuve d'empathie. Moi, j'étais un profil glandeur en école de commerce, et le goût du travail, de l'ambition, c'est venu au fur et à mesure jusqu'à aujourd'hui, où je suis plutôt rigoureux. Et donc, il faut arriver à se mettre à leur place, savoir que s'ils sont juniors, ils ont peut-être le mindset que moi j'avais 5, 6, 7 ans en arrière. Ce qui peut être sympa, c'est essayer de leur faire développer ce goût pour l'ambition et les exigences envers soi-même. Et pour terminer là-dessus, je pense que ce qui fait peut-être ma secret sauce, c'est dès qu'ils arrivent, je leur dis que moi j'ai besoin de soldats. Je leur dis même des entretiens, j'ai besoin de soldats qui sont prêts à batailler pour moi, à aller sur le front, à pousser pour atteindre nos objectifs d'équipe. Mais à l'inverse, je leur dis directement aussi que je veux qu'ils sachent que moi, je suis leur soldat. S'il faut aller batailler pour eux, négocier pour eux, prendre la parole pour eux, je le ferai aussi. Ouais, génial. Et écoute, c'est ma dernière question. C'est est-ce que tu as un livre, une vidéo, une chaîne YouTube ou autre à recommander aux commerciaux? Quelque chose que tu penses qui aide vraiment, en tout cas qui peut aider sur le mindset, sur la gestion, quel que soit. Ouais. Alors moi, je suis, je vais te dire que je suis pas un très grand lecteur, donc la seule chose que je lis tous les jours, c'est l'équipe. Les ressources aujourd'hui qui me marquent le plus, je suis impressionné par les personnes en interne qui produisent des super contenus commerciaux, marketing ou autres. Et d'un point de vue pure sales, tu vois, je trouve que des mecs comme Quentin Despace ou Alexis Dugard sur LinkedIn ont vraiment des conseils hyper pertinents en ayant une approche différente, mais
Alexis un peu plus cash, Quentin très théorique. Mais enfin, pour le coup, c'est des contenus que je pousse aussi à mes équipes et que je conseille les personnes qui vont regarder cette vidéo d'aller suivre. En tout cas, Thomas, c'était un plaisir de t'avoir. Franchement, c'était top. Tu as apporté beaucoup de valeur. Ouais, c'était génial. On te souhaite aussi le meilleur là, pour ton tour du monde. Ça va être super. Hâte de voir un peu tes publications si tu les mets disponibles. Mais c'était trop cool. Yes, bah écoute, merci pour l'accueil. Hâte de voir tous les épisodes que tu vas pouvoir sortir. Et puis, bah, longue vie au podcast, hein.